Le milieu des 60s fut l'âge d'or des muscle cars américaines, c'est-à-dire des voitures de série hyper puissantes. Chaque année, les constructeurs de Détroit sortaient de nouveaux modèles toujours plus rapides, toujours plus nerveux. Les clients avaient le choix entre des grosses berlines, des cabriolets légers ou des voitures de sport, dont la Mustang est sans doute l'exemple le plus connu en Europe. La caractéristique commune de toutes ces machines, des moteurs dopés, des moteurs bourrés de chevaux, bien sûr. La Chevrolet Camaro constitue la réponse au succès foudroyant de la Ford Mustang. Ford avait pris une avance fantastique dans le domaine des coupés sportifs. Quand la première Camaro est sortie, en 67, Ford avait déjà vendu plus d'1 million de Mustang. Chevrolet devait donc se démener pour les rattraper vite fait. Côté style, la Camaro est tout à fait dans l'esprit de l'époque. Capot long, arrière court, avec 2 places ridicules à l'arrière et un coffret tout juste assez grand pour y longer une brosse à dents à manche court. Bref, la voiture idéale pour un célibataire. Par contre, sous le capot, la petite Camaro peut accueillir un grand nombre de chevaux. L'acheteur disposait d'un tas de moteurs en option pour sa Camaro, depuis le standard 6 cylindres en ligne jusqu'aux plus grosses cylindrées, en passant par le moyen Z28. Les garnitures intérieures pouvaient aussi être réalisées pratiquement sur mesure. Sur les Camaros de première génération, il suffisait de dire ce qu'on voulait pour l'obtenir aussitôt. Le coupé Camaro Super Sport en version décapotable ou hardtop attire aussitôt l'attention de la presse automobile américaine. Et cela d'autant plus que Chevrolet ne tarde pas à proposer un package d'enfer pour cette machine. Le clou de cette offre, c'est un moteur d'à peine 5 litres, baptisé Z28, mais qui développe quand même 290 chevaux. Il donne son nom au nouveau modèle dont l'ambition affichée est de battre la Mustang. Le comportement de la Z28 ressemble davantage à celui d'une voiture de course qu'à celui d'une voiture de sport. Juste ce qu'il faut pour courir après les Mustangs qui, à cette époque, dominaient le circuit Trans-Am. La Mustang avait remporté ce championnat en 1966 et sans rencontrer une véritable opposition. Mais en 67, les nouvelles Z28 des écuries Roger Penske et Mark Donahue entrent dans la danse et remportent d'emblée les 3 premières épreuves. Finalement, Mustang conserve son titre, mais de justesse. Cette fois, il y a de la concurrence en vue. Et de fait, la Camaro Z28 remporte les 2 championnats Trans-Am suivants, malgré une résistance acharnée des Mustang, Dodge, Plymouth et American Motors. Et bien entendu, ces succès séduisent le grand public. Les amateurs de muscle cars sont ravis de trouver une voiture qui fait à peine 2 dixièmes de seconde de plus qu'une SS 396 et coûte à peine quelques dollars de plus qu'une SS 350. Et en prime, elle vire aussi facilement qu'une Corvette. C'est une petite voiture très saine, dans un créneau où les très gros cubes étaient la norme. C'est une sorte de retour en arrière vers les blocs moteurs de taille raisonnable mais très sophistiquée et qui tournaient très fort. 30 et quelques années plus tard, la Camaro Z28 est toujours une voiture performante. Avec la Corvette, la Chevy Nova à moteur haute performance de 5,4 litres et la Corvair, c'est même l'un des rares modèles de la General Motors qui n'ait pas été conçu pour les familles américaines moyennes. Sous une carrosserie passe-partout, la Corvair fut sans aucun doute la voiture la plus high-tech jamais proposée au public américain. Côté puissance, le speeder Corvair Monza pouvait même rivaliser avec les plus prestigieuses GT européennes. Avec en plus les Impala Supersport et les Chevelle SS1 Chevrolet disposaient alors d'une gamme de vraies voitures performantes. Commencez avec le nouveau fastback 2+2 Mustang. Certes, mais 6 mois après l'introduction de sa Mustang, le consommateur pouvait déjà commencer par visiter le concurrent.
Chose nouvelle chez les constructeurs de Détroit, à l'époque, la Camaro avait une carrosserie monocoque autoporteuse avec un berceau moteur séparé, ce qui permettait aux ingénieurs d'optimiser le train avant. Dans ce berceau, on pouvait loger toutes sortes de moteurs, depuis le 6 cylindres en ligne de 155 chevaux jusqu'au gigantesque V8 de 7 litres développant 450 chevaux. Bref, la Camaro était la première voiture américaine vraiment évolutive. Les caractéristiques les plus remarquables de son style, comme les béquets et les prises d'air, ont été mises au point par Chevrolet Engineering pour la course automobile. En fait, il s'agit là d'un cas où tous ces éléments proviennent vraiment des bureaux d'études, dans le but d'améliorer les performances. Ce qui n'est pas toujours le cas avec les kits achetés chez les accessoiristes. Ils font certes sportifs, mais ils n'améliorent souvent en rien les performances. Toutefois, dans les premiers temps, les Mustangs se vendaient beaucoup mieux que tous les muscle cars de General Motors réunis. Chez Chevrolet, les gens du marketing sont persuadés que quelques victoires en Trans Am stimuleraient les ventes. Le message est transmis aux ingénieurs, mettez au point une Camaro qui sera autorisée sur route et compétitive dans les courses Trans Am. Hélas, les grands patrons de General Motors mettent leur veto. Une voiture d'usine en compétition, c'est politiquement incorrect à leurs yeux. En tant qu'entreprise, General Motors n'était pas impliquée dans la compétition. En conséquence, toutes les mises au point effectuées sur ces voitures, et elles ont nécessité un énorme travail de développement, ont été réalisées plus ou moins clandestinement. Mais qu'on ne s'y trompe pas, l'idée c'était de construire une machine aussi rapide que possible et de battre Ford sur les circuits de compétition. La Camaro étant très légère, pour une voiture américaine 100 ans, le petit moteur de 5 litres pouvait servir comme base de travail. Avec un rapport course à l'ésage de 10-16 sur 7,62, c'était déjà pour l'époque un moteur super carré. Chevrolet l'a alors doté de pistons TRW, de bielles en acier forgé, d'un arbre à cam spécialement profilé, de poussoirs surdimensionnés, d'un carbu Holley 780, d'un collecteur d'admission en alu et du bloc culasse de la Corvette avec des soupapes d'admission d'un diamètre de 5,1. Officiellement, il développait 290 chevaux à 5800 tours minute. Chevrolet donnait son moteur de 5 litres pour un 290 chevaux, mais si on lui offrait un échappement libre, un arbre à cam spécial compétition et quelques autres bricoles, il développait en fait 450 ou 460 chevaux. Les véritables aficionados appréciaient un système de prise d'air qui partait de la base du pare-brise pour aboutir au filtre du carbu. En 1963, dans le cadre de tests pour le programme Impala, le département Engineering de Chevrolet a beaucoup travaillé pour optimiser l'arrivée d'air frais dans le moteur et pour savoir quel serait le résultat en termes de performance. En fait, ils ont découvert que chaque fois qu'ils abaissaient la température de l'air de 10 degrés, on avait 1% de puissance supplémentaire. Tout ce package haute performance était disponible pour 358 $, qui s'ajoutait aux 400 d'options inévitables si on voulait avoir autre chose que le poussif 6 cylindres en ligne sous le capot. À cela, il convenait d'ajouter une bonne boîte manuelle ou une automatique M21 avec 4 rapports étagés serrés, une direction assistée pas trop démultipliée et 4 freins à disque au lieu de 2 tambours à l'arrière. Malgré tout, compte tenu de ses performances, la Camaro restait l'affaire du siècle. Les premières Camaro Z28 sortent des chaînes en décembre 1966. À la fin de l'année suivante, 602 ont été fabriquées. Officiellement, tout le monde pouvait en acheter une. Mais en réalité, seules les écuries de course pouvaient en toucher une, ce qui était somme toute assez raisonnable. En 1968, Penske, Donahue et leur Camaro dominent la Trans Am. Les ventes s'envolent aussitôt. Chevrolet vend plus de 200 000 Camaro grand public. Dans cette catégorie, c'est l'un des lancements les plus réussis de toute l'histoire de la General Motors. Les quelques petits problèmes de tenue de route observés sur les premiers modèles sont vite corrigés. Il s'agit surtout des ressorts à simple lame de suspension arrière. On ne les remplace pas par un boudin moderne, mais par des multilames bien plus durs.
Le débattement des amortisseurs est également réduit afin de mieux contrôler l'accélération. La Camaro Z28 fait l'objet de critiques élogieuses dans la presse spécialisée. Les amateurs de muscle car lui portent autant d'intérêt qu'à la Corvette. Même si elle avait d'abord été conçue pour courir sur les circuits routiers de la SCCA Transam, les Camaro Z28 se sont révélés comme de très bonnes voitures grand public, sans doute parce que l'usine avait consacré beaucoup de temps et d'efforts à leur mise au point. Et ils ont sorti là une voiture vraiment très sympa. Pour son modèle 68, Chevrolet soigne un peu plus la présentation. On ajoute un badge discret pour bien l'identifier et le béquet arrière est désormais disponible pour tout le monde. À la demande générale, une peinture comprenant 2 grosses bandes noires sur le capot est proposée dans le catalogue. En 67, elle devait faire l'objet d'une commande spéciale. C'est toujours le ronflement rageur du petit moteur de 5 litres qui séduit avant tout la clientèle. La SCCA, l'autorité de régulation des courses Transam, a changé la réglementation en 68. L'emploi de plusieurs carburateurs a été autorisé et Chevrolet a répondu avec ses 2 carburateurs quadruple corps. On les retrouve généralement sur les modèles 69, mais en fait, ils étaient déjà disponibles chez les concessionnaires en 68. Toujours fidèle à son image de marque, Chevrolet ne participe toujours pas à des compétitions automobiles. Ça, c'est officiel, mais dans la réalité, les responsables du département engineering ne dédaignent pas les informations qui leur sont données par les pilotes des écuries privées. Les axes de roue sont renforcés ainsi que les barres de torsion. Pour les pros, Chevrolet propose en option des freins à disque encore mieux ventilés sur les 4 roues. La Camaro dispose ainsi d'une puissance de freinage égale à la Corvette. La réglementation SCCA stipulait que tous les éléments montés sur une voiture de course devaient être disponibles pour le grand public. Pour monsieur tout le monde, c'était super. Tous les arbres à cam spécialement profilés, toutes les tubulures d'échappement sport et de façon plus générale toutes les pièces spéciales mises au point pour le programme Z28. Il les trouvait chez son concessionnaire Chevrolet. Dès que le drapeau vert de la première course du championnat Transam 1968 est abaissé, les Camaro attaquent en force. Et elles ne font pas de cadeaux. Elles s'adjugent 10 manches sur 12, dont 8 d'affilée. Au siège de la General Motors, les dirigeants sont contents. Mais de quoi? Puisqu'on vous dit que Chevrolet ne s'intéresse pas à la compétition automobile. Mais alors, qui a conçu les 2 Z28 qui remportent le championnat NHRA Superstock? Et ces Z28 qui disputent des courses de dragster, d'où viennent-elles? Après de tels succès en 68, n'allez pas imaginer que Chevrolet abandonne la compétition. Comment le pourrait-il d'ailleurs, puisqu'il n'y a jamais participé? En 67, Chevrolet avait fabriqué 602 Z28. En 68, il en sort 4199. Et Pete Estes, le PDG de ce département de General Motors, prévoit d'en vendre plus de 25 000 en 69. À l'échelle de la production de masse de Chevrolet, c'est une goutte d'eau dans la mer. Mais il n'y a pas de petits profits, et cette fois, quelques non-professionnels peuvent conduire ce terrifiant bolide sur des routes ordinaires, la tenue de route de la Camaro Z28 étant nettement supérieure à celle des autres muscle cars. Il y a eu quelques survivants. En 2 ans seulement, la Z28 a sorti les Ford Mustang des circuits Transam. Et elle a même causé quelques dégâts dans les courses de dragster. Chez Chevrolet, la question se pose désormais, peut-on encore l'améliorer? Et la réponse est oui. Le premier effort porte sur le look. Les stylistes et les carrossiers font un travail très subtil. Ils remodèlent la Camaro Z28 sans attenter à sa personnalité. Depuis les bananes des pare-chocs avant jusqu'à la section arrière, tout est discrètement reprofilé. La voiture gagne 5 cm en longueur et 3 en largeur. Le capot est un peu plus pointu, les feux arrière sont plus élégants. 3 packages sont proposés en option. Pour 506 $ de plus, vous avez droit entre autres à un jeu de béquet avant et arrière. Pour 758 $, le concessionnaire vous installe des collecteurs d'échappement surdimensionnés. Avec 959 $, on vous montre les 2 carburateurs quadruple corps des machines de Transam. En fait, tout ce qui est bon est en option sur cette Camaro, y compris la direction assistée, bien utile si vous ne possédez pas des bras de déménageur.
Avec de jolies garnitures et un autoradio, on dépasse facilement les 5 000 $, ce qui, pour l'époque, était une belle somme. Mais quand on aime, on ne compte pas. Sous le capot, on ne trouve pas grand-chose de nouveau, mis à part un arbre à cam encore plus performant et un nouveau radiateur d'huile qui se révèle bien utile car ce moteur tourne vite et a tendance à chauffer. Tous les moteurs de Z28 ont maintenant des vilebrequins plus épais à 4 paliers. Sur ce modèle, vous remarquerez aussi que le capot, une fois rabattu, se plaque contre le joint en caoutchouc du filtre à air. C'est ce que l'on appelle un système d'induction d'air frais de nos jours. Ainsi donc, quand le capot est fermé, le carburateur est pour ainsi dire scellé. Donc bien sûr, c'est de l'air plus frais qui est aspiré au niveau du pare-brise à l'arrière du capot. Pour sa 3e année en Trans-Am, la Z28 était sans aucun doute la voiture à battre. Et Ford, qui ne digérait pas la perte de sa suprématie, avait préparé un piège. Limité à 5 litres par la réglementation, son moteur Boss s'est vu doté de tous les accessoires haute performance imaginés par son bureau d'études et disponibles au catalogue. Pilotée par les meilleurs pilotes du circuit, la Boss Mustang 302 est une machine de course redoutable. À la tête de son département compétition, Ford met un véritable pro, Bud Moore, qui vient de la NASCAR. Les 2 Boss Mustang d'usine sont confiés à des pilotes exceptionnels, Gerhard Vollmer et le légendaire Parnelli Jones. Dans ces conditions, les courses Trans-Am ne pouvaient qu'être palpitantes, car le team Penske-Donahue n'était pas le moins du monde disposé à abandonner sa place de numéro 1. En 5 années d'existence, les courses de Trans-Am étaient passées d'un stade artisanal, avec pilotes amateurs et voitures bricolées au fond d'un garage, à une compétition monstre où s'affrontaient les géants de Détroit. Pendant la saison 69, on joue sans arrêt à règlement de compte à hockey corral. Les 2 équipes se valent et les performances des Mustangs sont à peu près identiques à celles des Camaro. Nous avons été les premiers à utiliser des démontrous pneumatiques fixés d'avance sur les boulons des roues à changer et je n'oublierai jamais, pendant les arrêts au stand, Roger Penske qui nous observait avec une paire de jumelles pour essayer de comprendre comment on changeait de train complet de pneus en, disons, 25 secondes. En ce temps-là, il leur fallait 1 minute et demie ou 2 minutes. Je n'oublierai jamais ça. Finalement, au terme d'un championnat 69 terriblement disputé, c'est la Camaro Z28 qui remporte encore une fois le titre, mais de très peu face à l'équipe Mustang. Ils avaient les meilleurs circuits et les meilleurs pilotes du monde pour s'exprimer, mais Penske les a sérieusement secoués avec la Camaro. La Camaro Z28 de 69 occupe une place à part dans l'histoire de l'automobile américaine. Il fallait une voiture vraiment extraordinaire pour remplacer le modèle précédent. Et justement, Chevrolet avait ça dans ses cartons. Pour Tommy Rowe, un restaurateur de vieilles Camaro, la carrosserie des voitures de 2e génération est nettement plus sympa. Je préfère la 2e génération et de loin. Je pense qu'elles ont un meilleur style, les meilleures lignes. Il y a beaucoup plus d'espace à l'intérieur que dans les voitures de 3e ou 4e génération. Les premières générations, elles ne me déplaisaient pas. Mais les Camaro de début de 2e génération sont les plus belles que General Motors a produit. Celles des années 70 à 73. Bien que le nouveau LT1 de 5,7 litres ait 70 chevaux de plus que l'ancien 5 litres, la Z28 ne rééditera pas ses exploits en championnat cette année-là. Mais il faut dire que l'équipe magique Penske-Donahue pilotait désormais des javelines d'AMC et que Chevrolet ne soutenait plus discrètement les écuries privées qui défendaient ses couleurs. C'est donc sans problème que Parnelli Jones et George Follner remportent pour Ford la Coupe Trans-Am 1970. Dans les années 70, le prix du super devient scandaleux en Amérique, près de 2 francs le litre. Et les muscle cars consomment gaillardement leurs 20 litres au 100. Les carburateurs Olay quadruple corps sont passés à la trappe à partir de 72 et la puissance est rapidement tombée à 245 chevaux, ce qui représente une chute dramatique par rapport aux années 70 et 71.
En 72, la Camaro délivrait 255 chevaux au banc, mais les pièces détachées utilisées pour le moteur et le train roulant étaient toujours de bonne qualité. À l'arrière, pont différentiel autobloquant en pose de traction, transmission automatique turbo 400. Dans le moteur, des bielles et vilebrequins 4 paliers en acier forgé, des pistons alu non extrudés à tête plate. Plusieurs fois, Chevrolet a envisagé de cesser la production des Camaro. Mais tous ceux qui avaient eu 20 ans dans les années 65-70 et qui pesaient maintenant très lourd dans la vie économique n'admettaient pas de voir disparaître leur voiture symbole. Même ceux qui n'étaient pas clients de Camaro ont fait savoir qu'ils n'achèteraient plus de Chevrolet si on touchait à leur mythe. Dans ces conditions, les grands pontes de Détroit n'avaient guère le choix. C'est pourquoi la Camaro est toujours bien vivante. En dernière analyse, elle n'est pas très différente de ce qu'elle était 34 ans plus tôt. Elle a toujours un petit moteur, aux normes américaines s'entend, tout à fait rageur, et à condition de savoir la faire partir de l'arrière, elle vire toujours dans un mouchoir de poche. Certes, on est loin de la puissance brute de naguère, mais c'est le cas de toutes les voitures américaines actuelles. Et finalement, la Camaro est encore en mesure de montrer ses feux arrière à tous ceux qui circulent sur les routes des États-Unis aujourd'hui.